Voilà. Donc, après mon introduction sur les FAU et l'agriculture urbaine, nous aurons aujourd'hui Candice de GreenSurf qui abordera la faisabilité, les aspects techniques d'un projet d'agriculture urbaine au sein d'un bâtiment ou d'une parcelle. Et ensuite, Bastien de Eru qui abordera les aspects réglementaires et urbanistiques. Ensuite, vous pourrez nous partager un peu vos questions, vos projets. On pourra déjà un peu échanger jusqu'à 12h15. Donc, dans quel cadre le facilitateur agriculture urbaine a été mis en place en 2018? C'est en fait dans le cadre de la stratégie Good Food. Et en 2022, cette stratégie a été revue, elle a été renforcée, elle est assez ambitieuse et c'est une stratégie qui vise à soutenir le développement d'une alimentation durable sur toute la filière. Et notre rôle, nous, en tant que facilitateurs, s'inscrit dans l'axe 1 qui vise à soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie. Et donc, dans ce cadre-là, la région met un service gratuit de facilitation pour aider soit les propriétaires, soit les producteurs, soit les acteurs de l'aménagement à rendre la production plus simple en ville. Alors, vous voyez que l'axe production de cette stratégie parle notamment de préserver et mettre à disposition des terres, des surfaces de production, notamment via la réforme du PRAS, dont parlera Eru tout à l'heure, à la mise à disposition d'espaces régionaux, donc au sein des parcs et jardins gérés par la région, il y a aussi des espaces de production, mais que cet axe aborde aussi la production citoyenne. Donc l'autoproduction fait vraiment partie de la stratégie Good Food en matière de production d'agriculture urbaine. On ne parle pas que de l'agriculture professionnelle, mais également de l'agriculture citoyenne, et c'est important de le souligner. Donc ici, dans mon introduction, je vous présenterai un peu les chiffres en termes de production. Alors, le facilitateur agriculture urbaine peut aider à développer des projets soit en pleine terre, soit en hors sol, les cultures qui ne sont pas en pleine terre. Notre service s'adresse à tous, entrepreneurs, particuliers, propriétaires, promoteurs immobiliers ou institutions publiques. Par contre, l'accompagnement de projets est prioritairement réservé. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que j'ai un... Oui? On a eu un trou, mais là, on t'entend bien. Ah oui, il y a quelque chose qui a bougé. Par contre, donc, si l'accompagnement est réservé à ces deux publics cibles prioritaires, on a quand même tout un service de première ligne qui est accessible aux entrepreneurs, aux producteurs et aux particuliers. Donc, on a un portail en portail web qui rassemble toute une série de frequently asked questions, par exemple. On a un service d'email, de réponse par email, qui est accessible à tout le monde. Alors, qui fait partie de notre consortium? Moi-même, Caroline Bini, je travaille pour l'association Groupe One. On est coordinateur du consortium. On s'occupe aussi des premiers contacts, de la première ligne, de la promotion et de tout ce qui est sur le portail. Ensuite, nous avons deux partenaires et deux sous-traitants. Donc, Eru, que vous allez voir aujourd'hui, est vraiment notre expert en urbanisme et en réglementation. GreenSurf et notre expert technique, que ce soit production plein terre ou hors sol, sont eux les experts techniques. Groupe One, on est également expert pour tous les aspects économiques et entrepreneuriaux. Terre en Vue et Début du Haricot sont donc des partenaires plutôt sous-traitants, mais Terre en Vue s'occupe de l'accès au foncier, peut permettre de faire le lien entre propriétaires et producteurs pour la mise à disposition, vous conseiller sur des conventions d'occupation, par exemple, ou chercher un espace. Et Début du Haricot est notre expert en gouvernance de potager collectif et citoyen. Voilà, donc le service fonctionne en deux lignes. Première ligne, c'est moi qui vous réponds, vous pouvez aller sur le portail. Et ensuite, si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'un rapport, d'une visite sur place, on passe au niveau de nos experts. Le type d'appui qu'on offre
pour l'instant, c'est surtout développement de projets et études de potentiel. Donc, vous voyez, 40% de des demandes en fait, concernent des projets qui n'existent pas et qui sont en amont, qui sont dans la réflexion en amont. Mais il y a quand même d'autres services, notamment techniques ou réglementaires, soit en amont, soit pendant que le projet existe déjà. Voilà un peu les différents statistiques. Alors, sur notre portail, vous pouvez trouver des infos sur tout l'aspect, que ça soit en amont ou en aval de votre projet, réglementation, formation, les aspects techniques ou business model. Donc, les facs sont divisés en 3 thématiques. On a aussi des infos sur les subsides et un guide, une aide à la décision pour trouver votre source de financement. Voilà, donc n'hésitez pas à visiter notre portail agricultureurbaine.brussels ou à nous écrire. Je serai donc là à votre écoute. Alors, maintenant, une petite introduction sur l'agriculture urbaine, un petit portrait bruxellois. Alors, l'agriculture citoyenne à Bruxelles, je vous disais, elle est partie intégrante de la stratégie Good Food. Les statistiques exactes sur les surfaces datent encore de 2018. On avait à ce moment-là près de 80 hectares de potagers collectifs, presque 400 sites de potagers, la plupart en pleine terre, mais certains aussi en bac sur des surfaces imperméables. Donc, c'est en partie sur des espaces privés, mais aussi en partie sur des espaces verts régionaux gérés par Bruxelles Environnement. Il y a eu énormément de demandes pendant le Covid pour des potagers collectifs. Il y a eu un doublement des listes d'attente. Et aujourd'hui, on a encore énormément de personnes qui aimeraient accéder à un espace, mais qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de potagers. Donc, voilà, si vous avez un terrain, si vous avez une possibilité, c'est vraiment une volonté de la région de vous aider à développer cela sur votre espace. Alors, à Bruxelles, il y a évidemment aussi des agriculteurs de type conventionnel et des zones qui sont affectées à l'agriculture au niveau du PRAS. Vous voyez, on a près de 230 hectares de zones agricoles qui sont prévues pour de l'agriculture au plan régional d'affectation du sol, mais seulement la moitié sont aujourd'hui affectées à de l'agriculture. Donc, c'est important d'arriver à changer ça. C'est un objectif que la région s'est donné. Il y a une partie des terres qui sont enregistrées à la PAC et c'est plus ou moins 28 entreprises agricoles qui exploitent ces terres. Seulement 8 sont bruxelloises et la grande majorité de la production réalisée sur ces terres ne servent pas à nourrir les Bruxellois parce qu'elles sont pour la plupart exportées en dehors de la ville. Et dernier élément intéressant, vous avez vu que la stratégie visait une production agroécologique. Donc, il y a une volonté de la région à ce que le type d'agriculture soit vraiment respectueux de l'homme et de la nature. Et ici, aucune des cultures déclarées à la PAC n'est pour l'instant certifiée bio. Donc, voilà, il y a une marge de progression importante de ce côté. Alors, par rapport aux agriculteurs urbains qui sont actifs et qui sont là vraiment pour nourrir les Bruxellois et qui vendent leur production à Bruxelles, là, on a 46 producteurs qui sont actifs pour l'instant. 35 sont actifs en pleine terre, 11 en hors-sol. Ça représente une vingtaine d'hectares et 80 emplois. Mais ils sont tous en dehors des zones agricoles réelles, donc ils sont plutôt sur des zones vertes, sur des zones d'équipement. Ils occupent des espaces qui ne sont pas a priori destinés à l'agriculture au départ. Et c'est là que c'est intéressant, évidemment. De nouveau, si vous avez des espaces verts ou des espaces hors sol, vous pouvez les mettre à disposition. Vous voyez qu'il y a 27 maraîchers légumes, 4 tisanières, une personne qui cultive les petits fruits, une houblonnière et un élevage au vin. Vous connaissez certainement le bercail à Boisfort. En hors-sol, on a 4 maraîchers, 2 champignonnières et 5 producteurs de micro-pousses.
Et parmi eux, 15 sont certifiés bio. Voilà, comme ça, vous avez un peu une idée. Si vous voulez consulter la liste, enfin la carte des producteurs, elle est en ligne sur le portail Géodata de Bruxelles Environnement. Vous pouvez là avoir quelques informations sur chaque producteur urbain et aussi pour les agriculteurs conventionnels. Mais c'est seulement les agriculteurs et les producteurs urbains qui sont domiciliés sur la région de Bruxelles. Donc, vous ne verrez pas ceux qui sont en Flandre ou en Wallonie. Alors, l'agriculture urbaine, comme on l'a compris, elle peut se situer à différents endroits dans la ville, que ce soit au centre-ville ou en périphérie. Et en fonction de sa localisation, l'agriculteur va développer des techniques différentes, qu'elles soient pleine terre ou hors sol. Et donc, l'agriculture urbaine peut vraiment être multiple en termes de techniques. Elle peut également être vraiment multiple en termes de typologie, que ça soit qu'est-ce qu'on va produire, mais aussi où on va produire, mais alors, bien sûr, en fonction du profil du porteur de projet, qu'il soit citoyen, qu'il soit une personne physique, une personne morale ou une association, bien, on va avoir différents modes, typologie, on appelle ça des différents modèles de production. Et évidemment, il peut y avoir, en plus de la production, des activités de distribution, de transformation, mais également d'animation. Donc, les projets d'agriculture urbaine sont vraiment très, très diversifiés et Bruxelles offre une très grande diversité. Je vais vous montrer quelques exemples plus tard. Premier exemple ici, un exemple professionnel, Cycle Farms. Cycle Farm, pardon, c'est une coopérative qui a été créée en 2015 avec 3 personnes. Aujourd'hui, cette coopérative s'est redivisée en 3 projets différents, mais ils portent toujours le même nom de Cycle Farm. Alors, par exemple, Nicolas, que vous voyez ici, lui, il a un projet sur 80 arts. Il fait du maraîchage en autocueillette, donc c'est un abonnement que les mangeurs payent à l'année et viennent eux-mêmes cueillir leurs légumes. Il y a 120 cueilleurs et ça lui permet de rémunérer une personne qui travaille 3 jours semaine et n'a pas besoin de travailler plus. C'est son souhait et il est en indépendant personne physique. Cycle Farm a aussi donc des fleurs en autocueillette. C'est Pascal qui s'en occupe. Et David qui est plutôt sur un modèle B2B pour les restaurants. Donc, ouais, je vous présente rapidement David, David Herrera, qui travaille sur 20 arts. Il a 1350 mètres carrés de culture. Et c'est un peu un exemple vraiment étonnant par rapport à sa productivité et sa rentabilité. Il arrive à être très, très rentable. Il produit 8 tonnes de légumes et il peut rémunérer un temps plein et demi. Et David a envie en fait de partager ses expériences, son expertise et ses compétences. Donc vous voyez un petit logo YouTube ici. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne. Il fait pas mal de vidéos parce qu'il a envie que d'autres personnes s'inspirent de son expérience et de démontrer qu'on est capable de vivre du maraîchage. Parce que c'est vrai que un gros enjeu pour les maraîchers aujourd'hui professionnels, c'est la rentabilité, c'est le business model. Sur des toutes petites surfaces à Bruxelles, c'est beaucoup plus complexe que en zone rurale. On sait que l'agriculture, ce n'est pas l'entreprise qui est la plus rentable et qui a besoin d'énormément d'aide de l'Union européenne pour toutes les formes d'agriculture. Alors quand c'est sur plus petite surface, c'est encore plus difficile. Mais David, lui, y arrive, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est très intéressant de voir son expérience. Alors, un autre type de projet, là, c'est un projet qui est à Saint-Gilles, une pépinière urbaine. Et là, ça a été porté dans le cadre d'un contrat de quartier durable par la commune et l'ASBL Début des Haricots. Ils sont sur un terrain de la régie foncière, donc c'est vraiment un bon exemple, le partenariat association et commune. Sur 500 mètres carrés cultivés, là, il y a un indépendant qui produit et qui vend donc des jeunes plants. Et il y a également un compost de quartier et tout un travail d'éducation à la biodiversité via des animations qui sont réalisées par une association. Donc le terrain sert à la fois à la production, mais aussi à l'éducation et aussi à donner une solution pour le compost pour un quartier assez dense où il n'y a pas de jardin.
Un autre exemple de partenariat public-privé, ici c'est à Ixelles, Etterbeek, au-dessus du Colruyt à la rue Gray. Ça, c'était dans le cadre du contrat de quartier durable Malbec, porté par la commune d'Ixelles, grâce à des fonds FEDER. Donc, ils ont créé une toiture sur le Colruyt et ils produisent des paniers, ils font des formations, des team building, mais également la toiture sert à la recherche. L'ULB est aussi partenaire du projet. C'est un projet vraiment académique, communal, et c'est Refresh, un restaurant social qui exploite la toiture. On voit quelques photos ici. La toiture n'est pas très haute, c'est au-dessus du Colruyt. Vous voyez, c'est facilement accessible. Et ils ont construit des appartements en même temps qu'ils ont rénové la toiture. Donc, les personnes qui vivent là ont vraiment le jardin potager devant leur fenêtre. Alors, on a aussi voilà, un dernier exemple, c'est l'agriculture en indoor, dans les bâtiments. Un exemple de champignonnière qui est assez ancien. Permafungis sont là depuis 2014. Ils sont dans les caves de Tour et Taxi. Ils cultivent notamment des pleurotes sur marc de café qu'ils récupèrent dans les restaurants. Et puis, au Tanner, nous avons Urbilif, qui est aussi un projet commercial qui développe des micro-pousses depuis 2019. Et aujourd'hui, Anne a envie de remettre son commerce, a envie de remettre son entreprise qui fonctionne très bien. Il y a un chiffre d'affaires de près de 90 000 euros par an, qui vend exclusivement, enfin presque exclusivement au restaurant, mais qui a aussi un petit magasin au rez-de-chaussée des tanneurs. Voilà, ça c'était pour vous donner une idée des différents types de projets. Alors, on peut quand même se poser la question de l'utilité, des bénéfices de l'agriculture urbaine. On a parlé du problème de rentabilité des agriculteurs. Alors certains vont mettre un peu l'agriculture urbaine vont dire que ça ne sert à rien en termes de production, que ça ne nourrira jamais les Bruxellois. Mais en fait, l'agriculture urbaine, elle a d'autres atouts que la production, bien entendu. Elle a des atouts écologiques et des atouts sociaux. Énormément de bénéfices sont rendus à une ville lorsque l'agriculture urbaine y est présente. On ne va pas les passer tous en revue. Et aujourd'hui, il y a une étude en cours par l'ULB sur la multifonctionnalité. Et Francisco Davila du laboratoire d'agroécologie de l'ULB a répertorié en fait en questionnant les projets d'agriculture urbaine présents à Bruxelles, a répertorié plus de 100 fonctions, dont la production bien entendu, mais vous voyez ici qu'il les a réparties en 12 groupes de fonctions. La production en est une, mais il y a aussi la circularité, la capacité d'expérimenter des choses, les aspects écologiques, les actions sociales, la santé, la formation, l'éducation et la valeur paysagère notamment. C'est intéressant en fait de vraiment voir l'agriculture urbaine comme multifonctionnelle et quand des projets doivent être initiés par des pouvoirs publics, ben, c'est d'autant plus important de démontrer que l'agriculteur va rendre des services à la population en plus de produire des légumes. Alors, si on applique ça, les différentes fonctions, les différentes catégorisations de fonctions, à un exemple assez connu le long du canal, Bellacker existe depuis 2014. Eh bien, c'est une ancienne friche, c'était un terrain qui était vraiment résiduel. C'est vraiment, voilà, vous voyez 4 fonctions. C'est un moyen d'insertion, puisque ce sont des personnes stagiaires qui apprennent en fait un métier qui sont employés par Groot Eylandt. C'est vraiment de l'économie sociale. Il y a aussi la valeur paysagère, la fonction paysagère, puisqu'on valorise un espace qui était une friche. Il était inutilisé, ça permet de mettre un nouvel espace vert dans le quartier. Au niveau environnemental, il y a une énorme récupération d'eau de pluie. Ça permet également de lutter contre les îlots de chaleur, d'avoir de la verdure.
Et au niveau de l'action sociale, eh bien, il y a un petit parc qui fait partie de l'espace, qui est ouvert à tous, qui permet, aux voisins de se rencontrer, qui est un endroit de détente. Donc vous voyez, ce sont 4 exemples de fonctions qui viennent compléter évidemment la production qui est réalisée à Bellacker, qui fournit le restaurant Belmondo et également, leur magasin, leur épicerie. Donc c'est un beau projet, un très bel exemple, d'agriculture urbaine, au centre-ville. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre portail ou à consulter la stratégie Good Food qui est, en ligne. Le service du facilitateur, évidemment, est à votre service, pour répondre à toutes les questions et un service complémentaire à celui-ci, s'appelle la centrale d'accompagnement en agriculture urbaine à destination des organismes publics et dans ce cadre-là, vous pouvez en tant que tous les organismes publics bruxellois ont accès en fait à un consortium d'experts qui peuvent réaliser, ben, des études plus poussées, des suivis plus longs que, les guidances du facilitateur agriculture qui sont plutôt de l'ordre de 2 jours maximum gratuitement. Donc si vous êtes un organisme public, n'hésitez pas à faire appel à la centrale qui vous permet en fait de simplement, demander un devis et de ne pas devoir procéder à un marché public. Ça vous fait gagner, du temps et beaucoup de cheveux blancs, pour lancer vos projets ou pour, pérenniser des projets existants parce que c'est aussi accessible en post-création, pour un suivi pendant, l'existence du projet. Voilà, donc je vais, vous laisser maintenant, si vous le souhaitez, poser des questions de clarification, par rapport à mon exposé et je vais couper l'enregistrement.